Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Décryptage cas par cas. Le principe de l'émission, vous le connaissez déjà, c'est une émission au cours de laquelle nous recevons deux invités et c'est un débat contradictoire. Justement, nous avons deux invités pour ce soir. Thierry Dargendieu Kambila, qui lui est le porte-parole du candidat Jean Ping. Et le deuxième invité est Pascal Nkoulou. Il est président du Bloc démocratique populaire. Il défend les couleurs du président sortant Ali Bongo Ondimba. Cela dit, le thème principal de ce soir est axé sur le ralliement à Jean Ping, stratégie électoraliste ou aveu d'impuissance. Donc pendant près d'une heure, nous allons débattre de ce thème. Pour le moment, nous ne sommes pas là. Nous vous invitons à suivre la première partie de cette émission au cours de laquelle nous recevons Thierry Dargendieu Kambila. Je le disais au sommaire de cette émission, notre premier invité est Thierry Dargendieu Kambila. Il est le porte-parole du candidat Jean Ping. Bonsoir, monsieur Dargendieu. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, le thème de cette émission, vous l'avez entendu, ralliement à Jean Ping, stratégie électoraliste ou aveu d'impuissance. C'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelque temps, notamment à Libreville, au Gabon, pourquoi pas à l'extérieur. Vous, en tant que porte-parole du candidat Ping, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Écoutez, je ne peux que exprimer un sentiment de satisfaction dans la mesure où, vous savez, le président Jean Ping, lorsqu'il achève son mandat à l'Union africaine, rentre dans son pays et avec un certain nombre de partenaires politiques, crée le Front uni de l'opposition pour l'alternance qui a connu des fortunes diverses. À partir de ce moment-là, beaucoup d'interrogations se sont exprimées au point de penser que le président Jean Ping est un homme seul, un homme isolé. Et au fur et à mesure qu'on a donc avancé, la convention est intervenue, celle qu'il a adoubée. L'opposition était dans une situation inconfortable, émaillée par ces divisions. Aujourd'hui, la plupart des responsables acteurs politiques de l'opposition qui se sont retrouvés à un moment donné dans le Front uni avec lui ont décidé de le rallier et de reconnaître qu'il est la personnalité, je ne dirais pas la plus emblématique, mais je pense la personnalité idéale dans le contexte actuel de pouvoir porter le grade de général et conduire les troupes de l'opposition sur le terrain. Je ne peux donc qu'être satisfait de l'issue des négociations qui ont été entamées au sein de l'opposition et surtout avec les acteurs primordiaux de ce que je peux appeler ici l'opposition la plus significative qu'il soit dans le contexte actuel. Ne pensez-vous pas que cet acte ou cet accord politique vient un peu tard quand on sait que les Gabonais, justement, souhaitaient une candidature unique en ce qui concerne l'opposition? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que cet accord est intervenu quand même à 10 jours de l'élection présidentielle. Et au moment où je vous parle, les trois personnalités qui ont été des acteurs majeurs de ce contrat ont fait le déplacement de Langounier, se sont donc exprimés dans la plupart des villes de cette région. Aujourd'hui, Casimir Oyemba, Guy Zoubandama et Jean Ping se retrouvent dans la province du Haut-Tougoué ensemble pour affirmer l'engagement d'aller en avant ensemble. Et je crois que les trois candidats ont décidé de sillonner l'ensemble du territoire national avant la fin de la campagne ensemble. Je crois que donc il n'y a rien de perdu dans la mesure où cet accord est intervenu pratiquement une semaine et demie avant le début de la campagne. Je crois que c'est un compromis historique
C'était un compromis historique parce que depuis 1990, l'opposition politique ne s'est jamais retrouvée dans un contexte comme celui-là. C'est une opportunité, j'allais dire, inédite pour le peuple du changement, dans la mesure où les trois principaux acteurs de l'opposition se retrouveront partout, ensemble, dans les capitales provinciales du Gabon, avant l'échéance du 27 août 2016. Alors les trois opposants, comme vous dites, se retrouveront partout ensemble sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous pensez là que c'est un acte majeur pour cette campagne en ce qui concerne l'opposition gabonaise? Bon, disons que pour le pouvoir, c'est un coup de massue. Parce que nous avons écouté le président Ali Bongo à Port-Gentil qui disait qu'il connaissait ces gens-là et qu'il n'était pas capable de s'unir et de s'entendre. Je pense que l'opposition vient là d'apporter la preuve contraire de ce que l'opinion en général a pensé d'elle. Et tout est à leur mérite de s'être entendu, je ne dirais pas à la dernière heure, mais au moment où il fallait. Au moment où il fallait. Mais vraiment au moment où il fallait. Alors, Monsieur Darjandieu Kombila, est-ce que vous êtes d'avis? Selon certains, justement, ce ralliement, cet accord politique est, semble-t-il, le partage d'un gâteau. Qu'est-ce que vous direz par rapport à cela? Je n'en sais rien. La politique, c'est là de gouverner la cité. Si une coalition se met ensemble dans ce que je venais de qualifier de compromis historique, comment voulez-vous mettre une coalition ensemble et ne pas distribuer et ne pas ventiler les responsabilités? Ce n'est pas possible qu'une entente comme celle-là, qui va dans le sens de l'ouverture de la coalition Jean Ping, ne puisse pas, au moment de gérer l'État, tenir compte des compétences qui sont à héritage et modernité ou bien à l'Union nationale. Mais nous sommes en politique. Nous ne sommes pas dans la fiction. La politique, c'est du concret, c'est du pragmatisme. Le président Jean Ping est conscient qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs, de ténors de l'opposition qui l'ont rallié. Il est tout à fait normal qu'il envisage, même si le partage, comme vous le dites, du gâteau ne s'est pas fait maintenant, mais il est certain que, en cas de victoire du président Jean Ping, ne vous attendez pas au contraire. Les cadres d'héritage et modernité pourront donc intégrer la gestion de l'État, tout comme ceux de l'Union nationale seront donc appelés à gouverner avec Jean Ping. Je ne pense pas que le Gabon ait pu expérimenter pour la première fois ce type de coalition. Rappelez-vous qu'au Sénégal, Macky Sall a fait la même chose. Il gouverne avec une large coalition de gens qui l'ont soutenu. Plus proche de nous, en Côte d'Ivoire, je dis psychologiquement, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara gouverne avec l'alliance des oufouettistes. Je ne pense pas que le Gabon, dans ce cas d'espèce, innove. Bien au contraire, en Afrique, il y a des exemples qui montrent que beaucoup de pays africains vont dans cette direction. Et le Gabon, pour stabiliser son système politique, a compris, n'est-ce pas, l'urgence de coaliser, de se rassembler. Selon certains observateurs, M. Darjandieu Kombila, il s'agirait d'une anguille sous roche, semble-t-il, des postes à partager au cours de ce ralliement. Non, mais avant les postes à partager, il y a d'abord l'idée du rassemblement qui unit les... cache peut-être un objectif principal. Mais l'objectif, c'est de gouverner le Gabon. Ensemble, je veux bien dire. En se partageant les postes? Oui, bien sûr qu'il faut partager les responsabilités. Et si peut-être Ali Bongo ne l'a pas compris au bout de 9 ans, c'est son problème, parce que ce monsieur est à la tête d'une majorité présidentielle, mais nous constatons que le Parti démocratique gabonais a le monopole total dans l'administration et au sein du gouvernement, et que les alliés ne comptent pas. Comment voulez-vous avoir une majorité présidentielle et que votre majorité ne se retrouve nulle part dans la gouvernance du pays? Je crois que le président Jean Ping, qui est quand même
sorti de l'école de Mabongo Ondimba, dont vous connaissez le sens aigu du partage des responsabilités du consensus national, ne peut pas faire autrement que de faire en sorte que les Gabonais, quelles que soient leurs écuries, pourvu qu'ils soient compétents, et surtout lorsqu'ils l'ont rallié, assument un certain nombre de responsabilités avec lui. L'essentiel est que ce soit des Gabonais qui, n'est-ce pas, peuvent justifier d'un cursus et d'un pédigré pour accompagner le développement du Gabon. Et je crois que le président Ping, dans la situation actuelle, n'a pas de choix que de rassembler et de fédérer les compétences nationales en vue du développement du Gabon après l'échec du gouvernement d'émergence depuis 2009 que nous connaissons. Thierry Dargendieu Kambila, merci encore pour cette première partie. Le temps pour nous de recevoir notre deuxième invité, Pascal Nkoulou. Décryptage cas par cas, nous sommes là à la deuxième partie. Avant de recevoir notre deuxième invité, la question du jour: pensez-vous que d'autres opposants pourraient se rallier à Jean Ping? Vos réponses, oui ou non, tout de suite à vos claviers. Le numéro de téléphone s'inscrit tout de suite au bas de votre petit écran. Cela dit, nous nous tournons donc vers notre deuxième invité, qui est Pascal Nkoulou. Il est président du Bloc démocratique populaire, soutient également au candidat sortant, Ali Bongo Ondimba. Bonsoir, Monsieur Nkoulou. Bonsoir, Madame. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez entendu notre entretien avec Monsieur Thierry Dargendieu Kambila. Peut-être un commentaire avant d'entrer dans le vif du sujet. 2 ou 3 observations simples. La première tient lieu du grossissement volontaire qu'ils font de l'alliance qui entre 3 candidats de l'opposition. Ce n'est pas une candidature unique de l'opposition. C'est 3 candidats à l'élection présidentielle qui ont décidé de fédérer. Mais le constat qu'il faut faire des 3 candidats, c'est qu'il s'agisse de M. Oyemba, qui n'était à la tête que d'une formation politique démembrée depuis que son leader charismatique et naturel, M. André Mboban, ne l'a plus animé, qu'il s'agisse de M. Guizou Bandama, qui n'avait pratiquement pas d'appareillage politique, qu'il s'agisse de M. Jean Ping lui-même, qui pense et considère que le petit tourisme écologique politique auquel il s'est livré en faisant le tour du Gabon constitue pour lui une façon de s'approprier l'ensemble des préoccupations, des problèmes des Gabonais. Je crois que ces 3 candidats groupés vont par contre faciliter effectivement les choses en ce qui concerne le candidat Ali Bongo Ondimba, qui est président sortant, parce que l'équation se résume de la manière la plus simple qui soit. Vous savez, on a coutume de dire que si vous prenez 2 faibles, ils ne vous donnent pas un homme fort. Si vous prenez 3 faibles, ils ne vous donnent pas du tout un homme fort. Ce sera 3 faibles. Un faible plus un faible plus un faible, c'est 3 faibles. Un homme fort reste un homme fort, capable de venir à bout d'un autre homme fort. Là, il s'agit de 3 hommes faibles qui, sur le fait du constat de ce qu'ils ont, et ils avaient raison, 3 jours après, juste le lancement de la campagne, constaté les uns les autres qu'ils n'avaient pas la possibilité de cerner l'élection sur l'ensemble du territoire, ont choisi de s'économiser en mettant Ping et en le tenant comme pour principal responsable de l'inévitable défaite qui va être la leur. Mais la question de fond qu'il faut se poser autour de cette alliance, ou les questions de fond, il y en a 2. La première, c'est pourquoi maintenant? Ce débat court depuis un peu plus de 4 ans, la nécessité de s'unir. L'autre, c'est qui est le véritable instigateur de cette union et pourquoi? L'une dans l'autre, les réponses sont également données par ces leaders de l'opposition. Tout le monde sait qu'au cours d'une TV, une interview, M. Jean Ping a dit « Nos amis les Français nous ont demandé de nous unir ». M. Oyemba avait pratiquement quelque chose près, affirmé la même volonté. Donc nous notons que cette alliance n'est pas forcément le fait de la volonté de répondre aux préoccupations des Gabonais. Mais justement, M. Nkoulou, est-ce que ce n'est pas une crainte pour vous, avec autant d'interrogations que vous posez? Ce n'est pas une crainte pour le Parti démocratique gabonais? Ce n'est pas une crainte parce que
quand vous regardez la contexture sociologique de notre pays, on a souvent pensé, sur le plan historique, qu'il y avait comme un mécanisme automatique de report des voix. Parce que le calcul qui est fait repose sur quoi? Sur à peu près 3 grandes composantes ethniques. Ils se disent, bon, Oyemba, c'est la communauté femme. Monsieur Guy Zoubandama, en parenthèse, serait le patriarche d'Nzebi. Mais quelques années avant lui, ou avant eux, d'autres se sont essayés à ce type de calcul. Mais ce qu'ils oublient au fond, c'est que lorsque Mimboto s'est essayé à ce jeu, les cadres et la communauté Nzebi, qui ont une lecture claire des enjeux politiques du pays, ont compris que si vous retirez un capot d'une voiture de luxe, le capot sans la voiture de luxe ne vaut rien. Alors, et ce rapport d'alliance avec le pouvoir est resté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je viens de vous le dire, un faible plus un faible ne vous donneront jamais un homme fort. Alors, Monsieur Kambila d'Argent-Dieu, vous avez entendu ces propos. Est-ce que vous ne pensez pas là, c'est la même question que je vous pose également, est-ce qu'il n'y a pas une crainte qui se manifeste par rapport à ce trio? Oui, je pense que nous avons affaire à un pouvoir qui est aux abois. Il est tout à fait normal qu'on recherche des explications parfois mystiques et mythologiques pour expliquer la peur qui a fini par changer de camp, dans la mesure où le grand reproche qui a toujours été fait à l'opposition jusqu'à présent, c'est son incapacité à s'unir. Je l'ai entendu dans ce studio à plusieurs reprises en disant que l'opposition n'est pas capable de s'unir et que cela faisait la faiblesse de ce camp. Maintenant que l'opposition s'unit... Ce n'est pas toute l'opposition d'ailleurs. Non, je pense que nous connaissons le président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba, contrairement à ce que j'ai entendu, il semble-t-il qu'il n'a pas d'appareil politique. Mais je voudrais simplement rappeler que le président Zouba est président d'honneur d'Héritage et Modernité qui rassemble la plupart des cadres sortis du Parti démocratique gabonais, y compris des élus nationaux, qui ont volontairement démissionné et qui ont rejoint le Monsieur groupe vous connaissez le nom? Le groupe d'Héritage et Modernité. Vous connaissez le nom? Le président d'Héritage et Modernité, c'est Baro Chambrier, qui a été la tête de liste du PDG au 4e arrondissement lors des élections locales de 2013 et qui a conduit la seule liste du Parti démocratique gabonais qui a gagné dans l'estuaire, qui a été vainqueur dans l'estuaire. Je pense que sur ce point, nous pouvons convenir qu'il s'agit là d'une personnalité de premier plan du Parti démocratique gabonais qui gagne les élections locales, la seule liste qu'il conduit, qui gagne les élections locales dans l'estuaire. Je voudrais parler de Jonathan Inyumba, député de Mongo, et qui a été questeur au titre du Parti démocratique gabonais à l'Assemblée nationale et qui démissionne. Il y a comme ça un ensemble de cadres. Je voudrais prendre également le cadre de récemment le député de Mivoul, Nzibi, qui a démissionné en direct il n'y a pas longtemps, il y a un mois, et qui a rejoint le groupe de Zouba, donc d'Héritage et Modernité. Donc je pense quand même que dire que le président Zouba... Et je voudrais préciser que sur le siège du président Zouba, c'est un des cadres justement d'Héritage et Modernité qui a gagné les élections législatives partielles dans son siège où le Parti démocratique gabonais a mordu la poussière sans Zouba. C'est quand même pour vous dire que même si on voudrait faire de la plaisanterie de mauvais goût, mais il convient quand même de reconnaître que le président Zouba est un personnage central de la vie politique gabonaise pour avoir été président de l'Assemblée nationale pendant 20 ans. Oui, ça nous le savons, monsieur d'Argent-Dieu. Voilà. Vous évoquez là, donc, vous prenez l'exemple de certains cadres, mais parmi les candidats, quels sont, hormis ces trois-là, qui se sont ralliés justement à Jean Ping? Il y a d'autres candidats tels que Raymond Donsima, Ben Moubamba. Est-ce que ceux-là aussi, aujourd'hui, se sont retirés justement de ce projet ou de cet accord politique? Est-ce que vous pensez justement convaincre rien qu'avec ce trio? Oui. Peut-être que vous connaissez le poids politique de M. Donsima. Moi, je ne le mesure pas. Je n'ai pas des outils d'analyse pour pouvoir analyser le poids politique. En revanche, le président Casimir Oyemba
ancien Premier ministre de la République gabonaise, et vice-président de l'Union nationale, qui est la première force politique de l'opposition gabonaise au regard de son ancrage dans le territoire national. Je ne peux pas me permettre de dire que Casimir Oyemba ne peut pas apporter une contribution importante dans l'élection de M. Jean Ping qui est attendue au soir du 27 août 2016. Au-delà de Casimir Oyemba, au-delà de Guy Zoubandama qui ont rallié M. Ping, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de notables de la République gabonaise, c'est-à-dire des poids lourds du Parti démocratique gabonais qui ont démissionné et qui ont rallié l'opposition, qui sont signataires de cet accord. Je crains que nous ne fassions l'analyse en ne focalisant l'attention que sur les candidats. Mais je voudrais quand même vous rappeler que M. Ntoutou-Memane est signataire de cet accord sans être candidat. Alors, signataire de cet accord, d'accord. Quelles sont les perspectives Non, mais allons jusqu'au bout du débat. Je voudrais quand même vous rappeler que M. Divungi Diding, président de l'ADER, est signataire de cet accord sans être candidat. Je voudrais quand même vous rappeler que Mokani Ouangou, qui fut à un moment donné président du Front, et d'ailleurs que le pouvoir a courtisé à un moment donné pour rallier les rangs, que le pouvoir a d'ailleurs nommé comme ministre d'État à l'époque en reconnaissance de son talent et de son envergure. Sinon, pourquoi vouloir avoir affaire à un ministre d'État si Mokani Ouangou ne valait rien? J'ai dit, toutes ces personnalités ont rallié le camp de Jean Ping au-delà des candidats à l'élection présidentielle. Quelles sont les perspectives justement de ce ralliement? Les perspectives sont claires. Nous disons que c'est un grand rassemblement des patriotes et des républicains. Je viens d'ailleurs d'apprendre que Léon Paul Ngoulakia, qui lui aussi est candidat à l'élection présidentielle, vient de faire sa déclaration à Franceville pour rallier le camp Jean Ping. Je pense que c'est un succès politique que de constater que les candidats à une élection présidentielle rallient un candidat. Je crois que ce n'est pas quand même un acte anodin. Et je crois que ça devait quand même être... la preuve, c'est que cette émission est consacrée au ralliement de ces candidats vis-à-vis des Ping. Ça démontre que c'est quand même un centre d'intérêt important pour cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, la plupart des organes de presse nationaux et internationaux ont consacré de leurs éditoriaux sur le ralliement à Jean Ping qui change. J'ai entendu la RFI dire qu'effectivement, les cartes sont rabattues avec ce ralliement massif au candidat Jean Ping. Alors, M. Nkoulou, est-ce que vous êtes de cet avis que c'est un succès, ce ralliement est un succès? On vient de noter, comme l'a dit M. Darjandieu tout à l'heure, le candidat Ngoulakia également vient de rallier à cet accord politique. Est-ce que vous pensez que c'est déjà un succès pour l'opposition? Lorsque vous suivez une pièce de théâtre, il y a ce qu'on appelle l'acte 1, l'avant-scène plutôt, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Mais c'est une même pièce de théâtre. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui est en train de se faire ne peut séduire et surprendre que des gens naïfs. Parce que tout ceci ressemble à quoi? À une programmation méthodique pour émouvoir une population. Regardez vous-même le scénario. Ping fait une entrée tonitruante, des grandes déclarations, suivi des démissions de quelques personnes, suivi des démissions de députés, suivi des déclarations de candidature à l'élection présidentielle en cascade, et puis après on revient au format classique, on rentre dans l'adhésion. Madame Patricia, nous faisons de la politique. C'est vrai que par moments, ça peut être théâtralisé, mais là, c'est, comme on dit, c'est une vilaine pièce qui est en train de se jouer. Pas pour les Gabonais, pour ceux qui la jouent comme s'ils jouaient une partie de poker menteur. Parce qu'effectivement, pour beaucoup, c'est le dernier acte. Après, le rideau tombe. Parce que quand vous les regardez tous, pris un à un, qu'est-ce qu'ils représentent dans l'imaginaire collectif des Gabonais? C'est qu'ils ne souhaitent plus vivre à aucun moment. Et ils le savent. Donc, ils font cette programmation pour, à la fois, et c'est cela où toute la méchanceté, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle. On n'en parle pas parce que c'est un acte politique important. On en parle parce qu'il y a une volonté de manipuler un peuple en lui donnant l'impression qu'il s'accorde sur les intérêts du peuple. La réalité
a été démontré par eux-mêmes. Je l'ai dit ici. M. Ping a dit, nos amis français. Je dis, c'est d'abord, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est une manière Et pourquoi cette alliance? Le peuple. Donc, je dis, c'est une façon, oui, je vais terminer rapidement, c'est une façon de mouvoir, même pas de rallier, de mouvoir le peuple. Vous savez, quand on veut mouvoir quelqu'un, on utilise... Manier, oui, effectivement. C'est utiliser son émotion, empêcher de raisonner pour déduire des bonnes réflexions. Je disais donc que quand vous regardez cette alliance dans le fond, la priorité a été donnée à quoi? La priorité a été donnée à ce que tout le monde aujourd'hui considère comme étant le gâteau guette. C'est-à-dire, bon, moi je veux bien, mais qu'est-ce que je deviens moi? Il ne sait pas agir. Et là, je sais que M. D'Argentieux dira, oui, non, mais est-ce que vous avez eu vent de ce qu'ils se sont mis d'accord sur les priorités en matière de développement? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord sur les priorités en matière d'ordre institutionnel? Non. Ils se sont mis d'accord en disant président, vice-présidence, le nombre de ministres. Donc, c'est ce qu'on a toujours dénoncé. Ce que vous avez là, un groupe de compatriotes qui ne sont mus que par l'envie de demeurer aux affaires pour leurs propres intérêts. C'est cette alliance. Mais comme il faut l'habiller, c'est un habillage qu'on appelle un mauvais maquillage. Très vilaine scène. Donc, on l'entoure d'un certain nombre d'éléments pour à chaque fois donner l'illusion, et c'est ça qui est mauvais, l'illusion aux populations gabonaises qu'il y a comme une sorte d'entente. Il n'y a pas d'entente du tout. La preuve, c'est ce que tous les journaux sont en train de révéler. Il faut faire des compensations financières à certains. Il faut promettre qu'ils auront des postes qu'ils ont toujours eu. Parce que quand vous regardez ce qui s'est fait, c'est les postes. Ça n'a pas été dit par moi. Je l'ai suivi sur une chaîne étrangère par quelqu'un qui a pris part. Donc, nous, on a donné la priorité aux postes. C'est que M. D'Argentieux a dit, le partage des responsabilités. Non, M. D'Argentieux, il s'agit du partage des postes. Alors, M. D'Argentieux, parlons justement de ces priorités-là. Est-ce qu'entre oppositions, il y a eu justement une entente concernant les priorités dans les différents domaines qui concernent le développement du Gabon? Est-ce que les priorités ont été mises en avant? Je ne voudrais pas dévoiler ici un secret, mais simplement vous dire qu'au cours des négociations qui ont duré 3 jours, contrairement à ce que nous avons entendu de la part du porte-parole du gouvernement, qui semblait dire que l'entente s'est faite autour de 30 minutes, il y a eu des experts de la coalition Champing, de la coalition Zuba, de la coalition Oyemba, qui se sont d'abord retrouvés pour harmoniser, n'est-ce pas, le programme de gouvernement en tenant compte des projets de société des 3 candidats. Ce groupe d'experts a regardé les points de convergence, des programmes des différents candidats et a sorti un document de référence de gouvernance, de la gouvernance d'après l'élection de 2007. Donc c'est un accord global qui tient à la fois en compte des valeurs et des principes qui vont gouverner le Gabon après 2016. Cet accord global tient compte de la ventilation des responsabilités dans l'appareil de l'État afin que les différentes entités gouvernent ensemble. Cet accord global tient en compte, n'est-ce pas, les perspectives de l'élection législative qui vont s'en suivre après l'élection présidentielle et qui doit permettre justement à cette coalition d'avoir une majorité parlementaire. Donc, les esprits chagrins qui s'acharnent sur un protocole d'accord dont ils n'ont pas pris connaissance, dont ils n'ont pas les termes de référence, je comprends parfaitement qu'on puisse aller à des digressions, à des commentaires sans fin et même à des spéculations. Hein. Je crois que c'est tout à fait humain. Je voudrais bien comprendre. Mais je voudrais rappeler ici que cet accord est un accord global qui tient en compte, qui prend en compte, n'est-ce pas, l'ensemble des préoccupations stratégiques des différents candidats en termes de contenu de leur programme et en termes de responsabilisation des cadres
et des compétences nationales pour diriger le Gabon après l'ère Ali Bongo qui, semble-t-il, va à sa fin au soir du 27 août 2016. Alors, M. Nkolo, il parle justement d'un accord global. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Jean Ping sera en mesure de respecter ses obligations face à ses nouveaux alliés? Parlant d'accords et de paroles données de la part de ces hommes, ce n'est pas moi qui doute. Et c'est ce qu'ils ont toujours posé comme acte. M. Oyemba, pour commencer par lui, la main sur le cœur, a défié sa foi et son engagement de chrétien en disant, même si c'est le pape qui me le demande, je ne renoncerai pas. Je ne renoncerai pas, j'irai jusqu'au bout, parce que je le dis sur la foi et l'engagement pris par les militants de mon parti qui m'ont investi. Il s'est démis. Je sais que dans toute formation politique, il y a une hiérarchie de décision. Il s'est démis, les militants n'étaient pas là. Beaucoup l'ont pris par la télévision. Il s'est démis en s'assurant que lui, il sera, comme M. D'Argentio le présente si bien, un parachute en termes de partage des responsabilités. Il s'est démis, mais ils n'ont pas dit que la priorité, contrairement à cet échafautage que M. D'Argentio construit, est-ce que vous avez cité la priorité dans quel secteur, dans quel domaine de manière précise? Vous l'avez entendu? Alors peut-être priorité dans quel domaine? Je vais revenir sur ce point cette précis. Question. Oui, je vais revenir. Il va parler. Je vais revenir. Moi, ce qui nous a tous interpellés, c'est cette émission qui est passée sur une chaîne étrangère, où non seulement l'information a été donnée, qu'il y a eu le partage du gâteau, certains ont déjà des postes pré-réservés, de un. De deux, information a également été donnée que, étonné de ce que la priorité n'allait justement pas aux difficultés des Gabonais, certaines personnes qui avaient été invitées à cette réunion ont préféré se retirer, estimant qu'on mettait un peu la charrue avant les bœufs. Donc, moi je ne peux pas penser que lorsque vous avez des gens que vous invitez à une réunion, qui estiment que m'en fait, nous pensons qu'il faut se mettre d'accord sur les priorités, sur la façon dont on va présenter aux Gabonais notre accord en disant, vos priorités, si c'est l'éducation, voilà les axes. La santé, voilà les axes. L'emploi, voilà les axes. Les routes, voilà les axes. Les infrastructures, nous ne parlons pas de tout ça. Il est simplement question ici de savoir qui va occuper quel poste, puisque c'est ça à quoi vous êtes livrés. Ce n'était pas l'optique qui m'habitait. Ces gens-là sont partis. Donc, je veux bien comprendre mon frère. Alors, M. D'Argent, de peut-être revenir sur les priorités. Est-ce qu'elles ont été fixées? Est-ce qu'elles ont été fixées? Parce qu'on parle également de compensation financière dans tout ça. Il y a un consensus politique au sein de l'opposition politique gabonaise sur la nécessité de revenir de façon globale à la Constitution de 1991. Le président Zouba le dit, le président Oyemba le dit, et le président Jean Ping le dit. À quoi on s'entend? On s'attend à un nivellement des institutions de la République gabonaise, une réforme institutionnelle ambitieuse et audacieuse. Nous souhaitons revoir le mécanisme de fonctionnement de nos institutions à partir des critères de désignation. Je vous prends un exemple. On dit que le président de l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, nomme 3 membres. La réforme qui suivra l'ère de Jean Ping va consacrer quoi? Non pas que le président de l'Assemblée nationale nomme 3 membres. Ce serait plutôt le Parlement désigne 3 membres. La nuance est de taille. Je dis bien la nuance est de taille. Oh, voilà la révolution possible. La nuance que nous apportons ici. Votre révolution se joue à cette nuance. C'est que le président de l'Assemblée nationale est un personnage, un acteur politique. Mais ce qui est important, ce n'est pas la position d'un acteur politique, c'est la position de l'institution qu'il incarne. Il n'est pas normal
que lorsque 3 membres de la Cour constitutionnelle sont nommés, que ce soit le seul président national de l'Assemblée nationale, institut personnalisé, qui désigne 3 membres de la Cour constitutionnelle, alors qu'il s'agit là d'une représentation nationale. Alors, qu'est-ce que le trio propose? Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque l'Assemblée nationale sera amenée à désigner 3 membres de la Cour constitutionnelle, il faut consulter l'ensemble des sensibilités qui composent l'Assemblée nationale pour que la proposition qui émane de l'Assemblée nationale soit le reflet de la représentation nationale. Ce ne serait plus le reflet d'un homme, le président de l'Assemblée. C'est une nuance, M. Koulou, qui me paraît extrêmement importante pour démocratiser nos institutions. Parce qu'il s'agit là, non pas d'avoir des hommes forts, comme vous semblez le pouvoir le publiciter. Notre démarche n'est pas celle d'avoir des hommes forts. Notre démarche n'est pas d'avoir des hommes forts. Notre démarche, c'est de dire, comme Barack Obama, au lieu d'avoir des hommes forts, mais d'avoir des institutions fortes. Nous souhaitons avoir des institutions fortes. Et c'est là le talon d'Achille de l'Afrique, qui en pensait qu'il fallait avoir des hommes forts. On a créé des dictatures, des dictateurs, des hommes forts, en affaiblissant les institutions. Notre démarche est différente, complètement différente de la vôtre. Nous souhaitons avoir une institution qu'on appelle l'Assemblée nationale, qui soit véritablement le reflet de la représentation nationale en cas de désignation des membres d'une institution constitutionnelle. C'est-à-dire que le Parti démocratique gabonais est représenté à l'Assemblée nationale, même lorsqu'elle est majoritaire, elle doit tenir compte de la minorité existante. C'est-à-dire, quelles sont les autres forces qui concourent, n'est-ce pas, à l'animation de l'Assemblée nationale. On arrivera donc à 3 représentants, non pas désignés par le président de l'Assemblée nationale, mais par l'ensemble des sensibilités qui constituent l'Assemblée nationale. Alors, monsieur Darjondieu, de la même manière, je voudrais poursuivre que de la même manière, le Sénat sera dans l'exigence, n'est-ce pas, de faire en sorte que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Sénat soit le reflet, n'est-ce pas, de la composition ou de la sensibilité de tout ce qui constitue le Sénat. Voilà les réformes que nous voulons convenir, ou du moins ce que nous avons convenu entre nous dans le cadre de cet accord. Je peux multiplier des exemples en ce qui concerne la réforme constitutionnelle. Nous disons que nous allons acter le fait que désormais en République gabonaise, lorsque nous disons qu'un président de la République doit être élu sur la base de 2 mandats non renouvelables, mais que cela soit dit et que cela soit consigné dans la Constitution, que c'est irréversible, qu'aucune révision constitutionnelle ne peut se faire en ce qui concerne le fait qu'un président de la République doit être élu sur l'emprise de 2 mandats. Donc il y a là un certain nombre de réformes auxquelles nous sommes convenus, auxquelles M. Koulou n'est elles sont possibles par rapport à cette vision ainsi présentée. Ces grandes idées à minima, vous pensez qu'aujourd'hui, le Gabonais, sa préoccupation fondamentale, première, et là je note toujours qu'on est dans les postes, c'est désigner qui va occuper tel poste, désigner qui va occuper tel poste. Mais enfin, vous croyez que c'est ça? Cette révolution minima, vous avez une assemblée le fait majoritaire. Consultez les partis politiques qui sont représentés et qui sont non minoritaires. Non pas les partis politiques, mais les élus. Oui, mais par groupe de partis. Non, pas groupe parlementaire. Parce que le groupe parlementaire peut constituer de 4-5 partis. Oui, bon, disons... Non pas forcément par un seul. Moi, je vais à l'essentiel pour que ceux qui nous suivent comprennent bien. Un député appartient à un parti politique. Le consulter, c'est plus ou moins consulter l'orientation de son parti. Le mandat impératif est nul. Est nul, oui, je veux bien. Vous le savez. La disposition dans notre pays dit donc, ce que vous dites si on vous exclut de votre parti... avec le droit constitutionnel. Attendez, monsieur Georges. Si on vous exclut de votre parti, vous perdez votre mandat. Vous le savez ça aussi. Donc, je parle que lorsque vous exercez votre mandat. Non, mais je parlais du rapport... Je ne parle pas de lorsque vous êtes exclu de votre parti. Oui, je voulais établir lorsque vous êtes en activité parlementaire. Bon, même ça, je vous le concède. Mais je veux seulement établir le rapport qu'il y a entre le parlementaire et son parti politique. Pour dire ceci, que consulter quelqu'un,
qu'est-ce qui vous amène à penser que ça ne se faisait pas? De un. De deux. Ça ne s'est jamais fait. Attendez, je dis La Constitution dit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui nomme. Non, oui. Donc, c'est le président du Sénat qui nomme. C'est le président de la République qui nomme. Je vais aller vite. La Constitution ne dit pas que c'est le Parlement qui désigne les membres de la Cour constitutionnelle. Oui, je vais aller vite. Ensuite. Alors permettez qu'il termine son idée. Ensuite, quel va être le mot de désignement? Vous avez consulté les gens et leur avis se traduit comment? À supposer qu'ils ne soient pas d'accord avec vous. Mais ils ne peuvent pas ne pas être d'accord. Attendez, non, mais attendez, vous on pouvez consulte pas le groupe parlementaire du PDG attention, qui dégage si vous allez avec le principe qui désigne un membre de la Cour constitutionnelle. Oui, s'il vous plaît. Si vous allez avec le principe que tout le monde sera d'accord avec vous, sous d'autres choses, on appelle ça la dictature. C'est imposer son avis. C'est comme ça. Imaginez qu'il y ait des parlementaires qui ne sont pas d'accord avec votre choix. Vous passez au vote? Vous passez au vote. Et qu'est-ce qui va l'emporter? La majorité. La majorité. Et vous pensez que la majorité viendra d'où? Mais du groupe parlementaire qui majoritaire, n'est-ce pas? Non, je ne parle pas des groupes parlementaires majoritaires. Des groupes parlementaires majoritaires. Là où nous n'arrivons pas à nous entendre, c'est que vous avez les clichés du parti unique. Oui, non, c'est pas. Où vous pensez que la minorité n'existe pas en démocratie. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous fais une démonstration brève et rapide de ce que la consultation ne change rien au mode de choix. C'est simple. Ensuite, je pense que... Tout change. Oui, attendez. Je pense que tôt, quand vous avancez sur le Sénat, souffrez. Le Sénat, il faut attendre, à la limite, le Sénat a 6 ans. Il a été mis en place en 2014. Il faut attendre 2020. Donc, je vous dis, tout ça, c'est un peu folklorique. Ouais. C'est des propositions. Nous allons dissoudre... Donc, la réalité... Nous allons dissoudre les institutions actuelles au cours d'une conférence nationale souveraine pour rabattre toutes les cartes. Il n'y aura plus l'existence des institutions actuelles. Nous allons les dissoudre à partir d'une conférence nationale souveraine qui fera l'état des lieux de la gouvernance politique au Gabon. Vous pensez que c'est possible, M. Dargendieu? Bien sûr que le président de la République sera élu et peut actionner un référendum, une initiative référendaire qui peut déboucher sur la mise à plat des institutions. Je pensais que vous vouliez, enfin, que votre candidat voulait arriver à la présidence avec un projet, un programme pour les Gabonais. Or, là, ce que je note, c'est de la politique à 2000%. Et une politique à tout point de vue qui semble étrangement être une fuite en avant pour n'assumer aucune responsabilité. Voilà des gens qui veulent arriver à la présidence de la République pour dire après, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la conférence nationale souveraine. Vous pensez que, Monsieur Nkoulou, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que c'est un aveu d'impuissance? S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez, quand vous le dites, que c'est un aveu d'impuissance, déjà comme le dit notre thème? Je n'ai pas besoin de le dire. Il vient lui-même de l'avouer qu'ils n'ont pour les Gabonais aucun projet. Ils comptent s'en remettre, encore j'espère que c'est vraiment une volonté politique de leur part. Ils comptent s'en remettre à l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Donc les critères de participation seront définis quand ils auront le pouvoir. Quand ils auront le pouvoir, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il y a ce qu'on considère comme étant la loi du vainqueur. Mais entre-temps, ils se sont déjà assurés d'avoir les bons postes, d'avoir la présidence, d'avoir la primature, les vice-premiers ministres, les présidents d'institutions, dissoudre donc l'Assemblée nationale et le Sénat, encore que, bon, et puis après, peut-être ils vont encore prendre un arrêté pour abroger le mandat des maires. Donc, voilà des gens, ils amènent le Gabon vers une situation totale d'ingouvernabilité, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Voilà. Alors, je rappelle, nous sommes là à l'émission Décryptage cas par cas. Le thème principal est axé sur le ralliement à Jean-Ping, stratégie électorale ou aveu d'impuissance. Nos deux invités, Thierry Dargendieu Kambila et Pascal Nkoulou, justement, que nous avons les deux débattre justement de ce thème. Peut-être quelque chose à redire là-dessus, M. Dargendieu? Je voudrais seulement dire que lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir au Sénégal, il a décidé de réduire le mandat de 7 ans à 5 ans. C'est une volonté politique. Il a eu recours à un mécanisme constitutionnel qui est prévu, c'est-à-dire le référendum. Une initiative référendaire a donc été prise. Le peuple sénégalais a adoubé sa réforme en faisant en sorte que le mandat soit réduit à 5 ans. Notre constitution prévoit le même mécanisme, à savoir que lorsque le président de la République n'est pas d'accord avec l'état des faits actuel,
qui retarde la démocratisation institutionnelle du pays, il est tout à fait normal que le chef de l'État élu par les Gabonais puisse avoir recours à ces mêmes mécanismes, à savoir que nous pouvons convoquer un référendum constitutionnel et demander aux Gabonais quelles sont les institutions qu'ils veulent mettre en place pour démocratiser le pays. Cela dit, ce sont vos réformes, ce sont vos réformes que vous entreprenez. Je dis bien, nous le ferons avec l'accord du peuple gabonais. Nous ne souhaitons pas justement avoir un président césariste ou dirigiste qui décide parce que le peuple gabonais l'a élu. Il faudrait que le président ait recours régulièrement à ce peuple pour mieux gouverner. Nous souhaitons que notre président gouverne avec l'opinion et non pas ce qui s'est fait sur les 7 ans où un chef de l'État s'est enfermé dans une sorte de bulle et décide de tout et de rien sans se référer à l'opinion publique nationale. Alors, M. Nkoulou, est-ce que vous pensez que ce ralliement à Jean-Ping, est-ce que ça constitue quelque chose de favorable pour le Parti démocratique gabonais, selon vous? De façon générale, en parlant du candidat Ali Bongo Ondimba, face à la situation qui vient de se créer, il y a un exemple tout simple, mais je ne le prendrai pas. Pour dire que, vous avez vu, nous sortons là, enfin nous sommes en train de sortir des Jeux Olympiques. Usain Bolt est champion olympique sortant. Tous les autres challengers, qu'ils soient 10, 15, 20, regardent Usain Bolt. Tous les projecteurs sont braqués sur Usain Bolt. Et quand il démarre, il va à une vitesse de Formule 1. Il est champion. Pour cela. Les autres ne comptent plus. Et pourtant, sur la ligne de départ, ils étaient 15-20. La démonstration a été faite par Ali Bongo Ondimba. Quand il a démarré sa campagne, c'était 70 000 personnes au stade Ngondje. Et non pas 3 tentes au rond-point d'Aouengé. Et non pas un petit regroupement familial du côté de Lambaréné. Encore moins quelques escapades dans des villages par Guy Zoubandama. Donc, toute la différence est là. Et vous pensez que la mobilisation, justement, peut conduire à des résultats assez probants pour les candidats? La question, c'est beaucoup plus, c'est vraiment, pourquoi ce regroupement? Ils sont effrayés. Vous savez, ils sont effrayés. C'est un peu comme quand vous arrivez dans une cour et que les enfants savent qu'ils ont commis des bêtises. Mais ils se mettent les uns derrière les autres pour éviter d'être le premier à être blâmé. C'est exactement la posture qu'est la leur aujourd'hui. Ils sont effrayés. Alors, ils se cachent derrière Jean-Ping pour dire, bon, écoute, visiblement, tu as dit que tu avais la capacité, bon, ben, nous, on ne peut plus, on arrête. Et Jean-Ping est bien embarrassé. Parce que la difficulté pour lui commence maintenant. Vous savez, quand vous avez une armée, vous la mettez en ordre de bataille, ce qu'ils ont tous fait. Et puis, quand vous décidez de fusionner, comme ça arrive souvent lorsqu'il y a des contingences internationales sur les conflits, etc., il faut désigner un chef d'état-major qui coordonne cette armée. Aujourd'hui, la difficulté qu'elle a leur. C'est pour ça qu'ils sont empressés sur le poste pour dire « je sauve d'abord mes meubles, le reste viendra après ». Et ils sont dans cette situation. Chacun veut sauver les meubles. Il y a le feu dans la maison. Je sauve mes meubles. Parce que, visiblement, ils sont dans une posture tellement inconfortable qu'ils savent que, bon, Ali Bongo va survoler cette campagne de la manière la plus simple. Monsieur Dargendieu, peut-être, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une ouverture pour le Parti démocratique gabonais, ce ralliement à Jean-Ping? N'est-ce pas une ouverture? C'est la première théorie la plus surréaliste que j'ai entendue en politique. Pour moi, c'est l'addition qui fait le succès et non la soustraction. Comment voulez-vous un candidat qui réussit l'exploit de rallier à lui les ténors de l'opposition et on vient me faire comprendre dans ce studio de télévision qu'il s'agit d'un handicap. Mais franchement, c'est l'addition qui fait la force, ça ne peut pas être la soustraction. Donc, on est là dans le surréalisme. Je ne peux pas partager, permettez-moi, et souffrir que je ne puisse pas partager une telle analyse. Je constate que mon candidat, au fur et à mesure qu'il avance à l'élection présidentielle, réussit à rallier à lui les ténors de la vie politique nationale. Vous pensez que c'est une chance de votre côté? Mais bien sûr que ça ne peut être qu'un succès. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lorsque un candidat qui n'avait que 2 voix au départ arrive à en avoir 3,
4, 5 et additionne de voix au fur et à mesure qu'il avance à l'élection, pourquoi voulez-vous que je puisse penser le contraire de ce qui se passe? Le président Zouba a héritage et modernité. Je vous ai dit que derrière Zouba, il y a Michel Menga, derrière Zouba, il y a Baro Chambrier. C'est ça votre mot de fin? C'est votre mot final? Il y a un certain nombre de cadres du pays qui comptent et qui sont autant des électeurs que des voix. Comprenez et souffrez de comprendre que le président Ali Bongo, depuis qu'il a commencé sa campagne, s'il avait été dans la même situation que Jean Ping, s'il avait été dans la même situation que Jean Ping au cours de cette élection, mais je crois que M. Koulou buvait, aurait pu boire du petit lait. Mais je constate qu'il terminera sa campagne, c'est qu'aucun autre candidat ne le rallie. Alors, nous sommes presque à la fin, je reste convaincu, et je vous dis chiche, qu'il n'y aura aucun Gabonais candidat à l'élection présidentielle qui ralliera Ali Bongo d'ici l'élection présidentielle. C'est votre mot de fin, M. Darjondieu? C'est votre mot de fin? Je voudrais terminer pour dire que le président Jean Ping a eu la baraka de constater que plusieurs Gabonais ont foi et ont confiance en lui. Sinon, je ne vois pas pourquoi un calibre de la dimension de Guy Zoubandama qui compte dans le paysage politique national. Vous avez plus que quelques secondes, s'il vous plaît. Puisse le rallier. Je ne vois pas la raison pour laquelle Tutumeman, qui est quand même un baobab du 5e arrondissement de Libreville, puisse le rallier. Je ne vois pas la raison pour laquelle Divongi, Diding, qui est d'ailleurs, qui a pris la parole à Mouela, et qui est resté à Mouela, pour soutenir Jean Ping. Parce que mot de fin, c'est ça? Les amis ou les frères ou le patriote de Langounier sont nombreux. Il y a quand même Maïla, il y a quand même Massavala. Alors peut-être votre mot de fin, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin, M. Darjondieu. Autant de personnalités de Langounier qui ont rallié Jean Ping en espace de 48 heures. Alors, et vous pensez Koulou, que votre mot de fin, s'il vous plaît, votre mot de fin. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Au début de cette émission, plutôt, j'ai posé une question. Je dis pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Mais parce qu'il fallait donner le stockage d'Ali Bongo. Ensuite, je crois que il fallait attendre le dernier virage. Vous avez conclu, M. Darjondieu, vous avez la conclu. courtoisie m'a conclure, autorisé de vous écouter sans vous interrompre. Faites de même. Je disais donc pourquoi maintenant? Je dis la réponse est à lire dans l'interview que M. Jean Ping a donnée quand il dit « Nos amis les Français nous ont demandé de nous unir ». Je note simplement, contrairement à M. Thierry Darjondieu, que nous avons affaire à deux systèmes politiques. Une minute, M. Koulou. L'un souhaite la véritable indépendance du Gabon, l'autre s'active à arriver au pied des Gabonais, les faire qu'ils ont entraînés par des systèmes politiques dévoilés de la France-Afrique. C'est le combat qui est en train de se faire dans notre pays. Et je dis ceci, parce que, à l'évidence, dans quelles conditions Ali Bongo a été élu en 2009, à l'évidence, avec le même à l'évidence, on arrive à faire un choix. Favorable à Jean Ping. Je vous en prie. Je crois que j'ai dit la vérité, c'est pour ça que vous êtes obligé de réagir. Je crois que j'ai dit la vérité. Donc, à l'évidence, le choix est simple. Il faut choisir entre les patriotes qui pensent que le Gabon doit devenir un environnement de prospérité, d'opportunité pour les Gabonais, et ceux qui, comme les amis des autres, aiment le Gabon sans les Gabonais. Le choix à ce niveau. Il faut choisir le Gabon sans les Gabonais ou choisir le Gabon avec les Gabonais. Comme a dit Bongo l'a fait tout au long de 2009. De son septennat, en gouvernant avec les étrangers. Messieurs, s'il vous plaît, cette émission est terminée. Cette émission est terminée. Messieurs, s'il vous plaît. Je voulais simplement dire, les Gabonais ont là l'illustration de ce qu'on a voulu les instrumentaliser. Monsieur Koulou, de l'autre côté de la cabine, on nous fait signe que l'émission est terminée. Oui, merci encore de votre participation, messieurs. Peut-être trouver un autre thème qui pourrait faire que vous revenez justement au cours de cette émission Décryptage. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis. C'était l'émission Décryptage cas par cas. Au revoir et le débat continue sur les réseaux sociaux.